Alors qu'elle avait disparu pendant près de 30 ans, l'inflation revient en force. Le fil AJP vous propose un tour d'horizon des causes et conséquences de ce phénomène économique qui impacte la vie de tous les Français grâce au regard croisé de deux économistes, Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l'INSEE, et Denis Ferrand, directeur général de l'Institut d'études économiques Rexecode. Alors l'inflation, c'est-à-dire le glissement annuel des prix à la consommation, a atteint 5,2% en mai. Et l'inflation continuerait de progresser au cours des prochains mois. Elle atteindrait entre 6,5% et 7% sur un an, puis elle se stabiliserait à la fin de l'année à ce niveau. Tout dépend de quelle inflation on parle. L'inflation, en général, c'est une redistribution du revenu entre des différents agents. En revanche, dans le cas précis de l'inflation que l'on connaît actuellement, qui est une inflation qui vient d'un choc de prix extérieur, d'un choc d'inflation importé, alors il y a une perte de pouvoir d'achat de l'ensemble de l'économie. Et c'est cette perte qu'il faut se répartir entre ménages, entreprises, finances publiques. Mais au total, cette perte veut dire moins d'activité et donc plutôt un risque de contraction ou en tout cas de ralentissement fort de la croissance. À côté de l'énergie, de l'alimentation, des biens manufacturés, les prix des services aussi commencent à augmenter. Pourquoi? Parce que les prix des services dépendent en partie des salaires. Et les salaires suivent, certes avec retard, mais une partie du rythme de l'inflation, ne serait-ce que via le SMIC, puisque le SMIC est peu ou prou indexé sur l'indice des prix à la consommation. Au total, sur l'ensemble de l'année, l'INSEE anticipe un pouvoir d'achat par unité de consommation en baisse d'à peu près 1% sur l'année. L'évolution de l'inflation, l'évolution des prix, ce qu'est l'inflation, vient éroder le pouvoir d'achat des ménages. Parce que, en fait, si vos revenus ne progressent pas au même rythme que le font les prix, eh bien, c'est votre capacité à acheter, votre pouvoir d'achat qui s'en trouve écorné. Ensuite, tout va dépendre des réactions que l'on met face à cette évolution des prix. Est-ce qu'il y a ou pas compensation de la perte de revenus par notamment une accélération des salaires ou alors par l'ensemble de dispositifs fiscaux qui peuvent être déployés et donc qui viennent atténuer l'impact de l'inflation, qu'exerce l'inflation sur les revenus des ménages et donc leur pouvoir d'achat. Mais cet impact est en premier lieu un impact négatif. La consommation des ménages, elle a baissé en début d'année, en partie sous l'effet de l'inflation. Nous anticipons un rebond assez modéré de la consommation des ménages, un rebond surtout à la faveur des services, les services qui ont été pénalisés par le Covid en début d'année, notamment au mois de janvier avec la vague Omicron. Mais donc une consommation qui aurait une trajectoire de croissance assez modeste, tout comme la croissance du PIB dans son ensemble, de l'ordre de 0,2 à 0,3% par trimestre, donc un rythme assez modéré. La réaction des ménages par rapport à l'épargne est un peu ambiguë, c'est-à-dire que spontanément, si l'inflation se prolonge, eh bien vous aurez une augmentation des taux d'intérêt, donc plutôt une incitation à faire de l'épargne parce que celle-ci devient plus rémunérée. Mais dans le même temps, ils peuvent aussi puiser dans leur épargne pour maintenir le même niveau de consommation quand bien même les prix ont augmenté. Et donc vous avez un impact qui est assez ambigu. Ce que l'on observe depuis maintenant quelques mois, c'est que les ménages tapent un peu dans leur épargne, notamment celle qui a été constituée pendant la période du confinement, pour maintenir à peu près constant le niveau de leurs dépenses. Mais à terme, il nous semble que face à l'érosion de la valeur de leur patrimoine qui est implicite avec l'inflation, ils vont plutôt avoir tendance à augmenter leur effort d'épargne ou en tout cas à maintenir un effort d'épargne élevé. Alors, il va falloir bien regarder l'évolution relative des taux et de l'inflation.
Ce que l'on voit jusqu'à présent, c'est que certes, les taux sur les livrets sont indexés en partie sur l'inflation, mais les taux sur les livrets réagissent moins que ne le fait la hausse des prix. Et donc vous avez une érosion, le taux réel diminue, vous avez une érosion de la valeur qui est incorporée dans votre livret. Donc normalement, c'est plutôt des incitatifs au placement sur de l'épargne très liquide que sont les livrets. Dans le même temps, la bourse va être de plus en plus conditionnée par l'évolution des résultats des entreprises. Et en période d'inflation, ce que l'on a constaté par le passé, c'est que c'est plutôt défavorable aux résultats des entreprises, surtout si cette inflation est d'origine importée et donc ne bénéficie pas aux entreprises. Donc la bourse risque d'être relativement médiocre parce que les taux remontent fortement et viennent contraindre les résultats des entreprises. Et in fine, il reste quelques véhicules de placement, les obligations, en particulier les obligations nouvelles, parce que les obligations anciennes voient leur valeur se déprécier quand il y a une accélération des taux, mais les obligations nouvelles sont un véhicule de placement qui peut être intéressant, mais également peut-être l'immobilier, parce que dans des phases où les repères sont bousculés, et c'est le cas de l'inflation, eh bien l'immobilier reste une valeur refuge souvent privilégiée. Impact sur la croissance, le pouvoir d'achat et l'épargne, l'inflation actuelle va sans aucun doute changer nos habitudes.